Parlez-moi donc du patrimoine régional et de cette tour Eiffel, et donc de Gustave Eiffel qu'on connaît, là c'est sérieux, en Bourgogne-Franche-Comté. Je ne vais pas vous faire l'inventaire des réalisations de Gustave Eiffel, je vais vous parler des personnages de l'ombre qui ont fait et qui ont participé largement à la grandeur de Gustave Eiffel. Et je vais commencer par sa maman. Alors sa maman s'appelle Mélanie Moneuse, et donc c'est une femme de chef d'entreprise extrêmement brillante. Les Eiffel de père en fils sont des entrepreneurs, et elle est plus particulièrement engagée dans le charbon. Il paraît que c'était la reine du charbon, dites donc. Oui, et pas que du charbon. En même temps, elle avait une vision de la vie économique extrêmement intéressante. Ça c'est la maison natale du cher Gustave, au 16 rue Nicolas Rollin, autre célébrité bourguignonne, Oui. à Dijon. Et donc, cette maman, elle a peut-être insufflé beaucoup d'esprit d'entreprise chez ce brave Gustave, parce que à la base, c'est un ingénieur, mais c'est aussi un sacré patron. C'était un peu l'équivalent d'un Bouygues aujourd'hui, ou d'un... Voilà, faut quand même imaginer que il apportait son enthousiasme un peu ferreux un peu partout. Alors, Voilà. le moins qu'on puisse dire, c'est que la notoriété d'Eiffel est mondiale, hein. On connaît tous le style Eiffel. Bah, le style Eiffel, Laurent, oui. Malika, voilà, il s'est imposé partout, le style Eiffel. Bah, oui, on a fait beaucoup de choses empruntées à Eiffel qui ne sont pas forcément signées par Eiffel. Je pense notamment au Halles à Dijon. Mais si vous allez les Halles à Dijon, elle ressemble à un produit Eiffel, mais c'est pas une création Eiffel à 100%. Mais des ponts Eiffel, vous en trouvez un peu partout. Vous trouvez le viaduc de Gabarit, vous en trouvez à Biarritz, vous en trouvez en Algérie, vous en trouvez donc partout dans le monde. Cet homme a laissé son empreinte. C'était un ingénieur qui aimait les grands défis, jusqu'à ce qu'on lui propose le plus grand de tous. Ouais. Voilà, en 1889. Et là, voilà la fameuse tour Eiffel. Alors, cette tour Eiffel, elle n'est pas l'œuvre d'Eiffel lui-même. Eiffel était un homme d'affaires, et on lui a proposé de relever ce défi pour redorer un peu le blason de la France. C'était à l'époque de l'exposition universelle en 1889. D'ailleurs, on va célébrer là les 130 ans de la Tour Eiffel. On les a célébrés déjà. Hein. Et on les a célébrés, mais on faut continuer à les célébrer, parce qu'il y a encore des rendez-vous début novembre à Dijon notamment. Et surtout, il avait deux ingénieurs brillants à côté de lui, Nouguier et Maurice Koechlin, qui sont vraiment les papas. Et puis c'est un Nivernais en plus, donc il est aussi de la région. Koechlin est un Nivernais. Koechlin est un Nivernais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ses descendants qui vivent encore du côté de Nevers ont une gratuité à vie, ils ont un accès gratuit à vie à la Tour Eiffel. Oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sont eux finalement les véritables concepteurs de la tour. Enfin, oui, vous imaginez bien, vous n'allez pas faire... vous êtes à la tête d'une entreprise qui fait travailler des centaines ou des milliers de personnes indirectement. Vous n'allez pas tout faire, vous n'allez pas non plus prendre votre balai puis balayer les bureaux. Mais au plus haut niveau de cette strate, le plus haut niveau de cette entreprise, il y a ce qu'on appelle les grands ingénieurs, et Koechlin en était un, et c'est lui qui vraiment a tout dessiné. Et en plus, pas n'importe quoi. Parce que les chiffres donnent le tournis. Les chiffres donnent le tournis. Moi, je les ai. 10 000 tonnes, oui. C'est le poids de 150 Airbus, c'est considérable. 50 ingénieurs, 250 ouvriers, et puis un chantier qui aura duré 2 ans, 2 mois et 5 jours. Et je vous rappelle quand même qu'à l'origine, c'était une production éphémère, puisque dans le cadre de l'exposition universelle, ça ne devait pas forcément durer. Et pourtant, la Tour Eiffel est devenue... Alors ça, c'est le grand jeu du bébé jumeau. Bah oui. C'est quoi ça ? C'est une sorte de jeu de loi de l'époque. C'est-à-dire que la Tour avait une telle popularité. Alors elle a toujours été entre popularité ou décriée. C'est pour ça qu'elle a failli tomber plusieurs fois. Mais aujourd'hui, personne ne nous la conteste. On aurait plutôt tendance à la protéger et à l'utiliser comme notre emblème. Copier, envier, décrier, ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a été, on va le dire, plusieurs fois aussi menacée de destruction, Dominique. Bah oui, c'est ça. Bah oui, c'est parce que elle avait des opposants qui étaient virulents à son endroit d'ailleurs, qui disaient que c'était un peu n'importe quoi, des grands écrivains et autres. Et alors si on s'en va un petit peu de la Tour Eiffel, et puis si on revient chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, on se dit, mais vous parliez de Eiffel Dijon, donc on se dit, il doit y avoir une statue à Dijon, une statue à Nevers, pas etc. Ça, c'est pas le délire quand même. Il y a une petite plaque dans le canal. Et d'autres hommes célèbres à Dijon ont leur statut, mais le Gustave, non, il n'est encore pas trop célébré. Et par contre, pire encore, Koechlin, lui, il est carrément dans l'oubli, mais je crois que ça fait partie de cette catégorie d'hommes qui étaient dans une certaine humilité. La famille suit un peu. Donc,